Est-ce que je peux ajouter juste une petite chose? C'est que le repentir chez Solzhenitsyn, c'est une des 4 ou 5 valeurs fondamentales de sa philosophie, que ce repentir, c'est la repentance, mais la repentance jusqu'à la reconnaissance des erreurs, jusqu'à la reconnaissance de ses erreurs, et que ce repentir a une dimension individuelle, la reconnaissance par chacun de ses erreurs, mais a une dimension aussi collective, la reconnaissance par un pays de ses erreurs. Ouais. Mais justement, c'est une question qui est importante parce que le repenti individuel se fait ou ne se fait pas. On voit effectivement ces démarches qui sont plus sur je dirais, au niveau des historiens, au niveau du terrain, au niveau de certaines populations. Bon, vous avez, Monsieur Strud, et vraiment je trouve que vous êtes au cœur de ces questions et vous les connaissez mieux que tout le monde. Vous avez notamment, j'ai effectivement beaucoup écrit sur l'Église, et votre livre, vous le citiez à l'instant, Les chrétiens en URSS, est un livre absolument remarquable, notamment parce que c'est un livre de documents. C'est un livre de documents, c'est-à-dire qu'il est extrêmement utile. On a les textes de loi, on a des témoignages, il y a très peu d'interprétations, on a des faits qui sont là et dont on peut se servir, je dirais, pour comprendre ce qui s'est passé. Or, on a actuellement une Église orthodoxe russe qui a un rôle relativement dominant dans la société, ou en tout cas un rôle important dans la société. On a des politiques qui s'affichent explicitement comme étant orthodoxes. Ce matin, je crois, ou hier, vous citiez la lettre que Solzhenitsyn avait écrite à Pimel, une lettre absolument magnifique qui date de 72, je crois, où il dit notamment, il dénonce la persécution, c'est bien sûr pas bien la même, il dénonce les compromissions de l'Église orthodoxe, en disant, bon, vous dites que c'est pour vous sauver, vous dites que c'est pour sauver l'Église, mais au bout du compte, et il a cette phrase absolument magnifique, vous vous compromettez, quelles mains feront l'Eucharistie? C'est-à-dire qu'une fois que l'Église est compromise, quelles sont les mains qui vont effectivement faire l'Eucharistie? Et je dirais, dans cette notion de repentance, il y a aussi une notion justement collective d'une part, religieuse d'autre part. Or, il me semble que dans les dernières années, il a eu peu de prise de position par rapport à une Église dont on a su dès 91, de manière absolument formelle, ce que vous évoquiez déjà, je dirais, dans votre livre, c'est-à-dire qu'elle était absolument infiltrée par le KGB. Et que Alexis II, excusez-moi, je veux dire, je sais que c'est toujours mettre un peu les pieds dans le plat, mais que Alexis II, on a les documents pour le prouver, a été un collaborateur du KGB, et je crois que Kirill, qui est en place actuellement, l'a été également. Bon, Solzhenitsyn est resté relativement très discret à cette période pour des raisons, je dirais, qu'on peut éventuellement comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Strud? Je comprends les compromissions, à la limite, je peux comprendre les compromissions des années 60, parce que c'est une question de stratégie. Ils n'étaient pas des agents du KGB, ils étaient pour certaines choses des informateurs, ils pouvaient en discuter. Je me garderai de juger les gens dans la mesure où ils risquaient beaucoup de choses, mais aussi l'Église pouvait revenir à des persécutions qui l'ont entièrement détruite. À la veille de la guerre, il n'y avait plus que 100 églises sur l'ensemble ouvertes sur l'ensemble du territoire russe, un peu immense, comme vous le savez. Une centaine d'églises, c'est un peu. Mais voilà, donc moi je garderai d'un jugement très difficile, mais à l'époque de la lettre de Solzhenitsyn à Pimel, il y avait déjà cette aspiration à la liberté dans un pays qui était totalitaire et qui avait abandonné le goulag en tant que tel, déjà à cette époque-là, donc on pouvait risquer, il fallait risquer. C'est aussi le théoricien, je ne dirais pas le théoricien, l'exemple même du risque. On n'a rien dans un pays totalitaire, on n'a rien sans risquer soi-même. Il n'y a pas que le repentir de Renaissance, ça c'est pour aujourd'hui, mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, puisque je suis un peu à toutes les sauces, que Solzhenitsyn a risqué délibérément sa vie pour la vérité. Et pourquoi, à la fin de sa vie, a-t-il peu critiqué l'Église orthodoxe telle qu'elle était en place en Russie,
par rapport à d'autres. Je pense par exemple à Yapounine, qui était prêtre et qui a continué, je dirais, des critiques au tout début des années 90. Il a eu une certaine retenue. Parce qu'il est toujours plus facile de critiquer, à la limite, il était même plus facile d'être dissident, comme c'est le cas du père Yapounine, que je n'ai pas connu, parce que je n'avais pas en Russie, mais qui ensuite n'a pas trouvé sa place en général. Alors c'est un peu le problème des dissidents en général. Les dissidents n'ont pas toujours retrouvé leur place dans une société où maintenant il fallait plutôt construire. Et construire est plus difficile que protester, bien que la protestation s'accompagne précisément du risque. Mais j'ai connu beaucoup de dissidents qui, que ce soit à l'extérieur ou qu'ils soient restés en Russie, qui n'ont plus trouvé leur place quand même dans l'édification d'un pays. Cette édification marche parfois à reculons, telle qu'elle avance, parfois rapidement, etc. L'édification est une chose difficile de toute façon. Et sans parler que les tentations sont immenses. Les tentations étaient limitées aux partis, maintenant elles sont ouvertes à tout le monde, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, la situation en ce sens n'est pas facile parce qu'il faut édifier un pays, une culture, et après 70 ans de destruction, il n'y a pas d'opposition en Russie valable. C'est-à-dire qu'il faut édifier quelque chose alors que tout a été détruit, en sachant qu'il n'y a pas vraiment de repenti, il n'y a pas eu vraiment de procès, et qu'il y a y compris des instances, excusez-moi, je sais que des instances religieuses qui sont encore et toujours, qui ont été en tout cas très largement infiltrées par le KGB et par la soif de pouvoir. On construit avec ça. Oui, ben le procès est toujours un peu... le procès fait à l'Allemagne nazie avec Wyszynski. Non, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais ça serait trop tardif. Le procès doit se faire précisément pour Solzhenitsyn et devait se faire dans le retour à la vérité, dans le retour aux solutions positives, difficiles bien sûr. S'il était un peu désespéré par l'état de la Russie, il voyait que la Russie n'était pas naturellement suffisamment réveillée, suffisamment constructive, suffisamment... elle sombrait devant la civilisation que j'appelle américaine mais qui est universelle, la civilisation moderne, et donc qui paralysait un peu précisément ses efforts. On ne reconstruit pas facilement. Parce qu'il faut, c'est pas une reconstruction à partir de bases certaines. C'est pour ça qu'il cherchait des bases effectivement anciennes, et le self-government a été pour lui quelque chose d'essentiel. Encore, il faut que les gens correspondent au self-government, que personne aussi ne se saisisse de ce self-government. Bon, le cas des gouverneurs, par exemple, en Russie actuelle, quand ils étaient élus, ils pouvaient falsifier les résultats des élections facilement. Quand ils étaient, parce que le self-government n'était pas suffisamment légal, etc. On a préféré les nommer. Oui, mais on les nomme, c'est-à-dire qu'on choisit les gens qui sont extrêmement pratiques au pouvoir central. Oui, on peut les révoquer, ça dépend, c'est très on les révoque quand ils contestent. Peut-être. Et on les laisse en place quand ils jouent le jeu. Vous le dites, donc, moi je ne sais pas. J'ai parcouru pas mal la Russie, j'ai visité 60 provinces, j'ai parlé de Solzhenitsyn dans une quarantaine d'entre elles. Je dirais que le pays, quand même, le pays, c'est une réalité. Bien sûr. C'est une réalité qui est composée d'hommes, etc. Maintenant, de jeunes, il n'y en a pas assez, etc. Moi, j'ai trouvé les jeunes absolument libres dans leur esprit. Ce qui atténue mon pessimisme. Donc, c'est un pays qui vive. Le grand problème sur lequel Solzhenitsyn a tiré l'attention dès le début, c'est le problème démographique, mais qui va la résoudre. Vous savez qu'actuellement, il y a 21% des Russes qui se déclarent prêts à émigrer. 21% des Russes, d'après le dernier sondage, qui se déclarent prêts à émigrer, vouloir émigrer.
Donc ça ne va pas régler effectivement le problème démographique. Non, le problème démographique, c'est que 40% des familles n'ont pas d'enfants. Mais en plus, je veux dire, si déjà il n'y a pas assez d'enfants et en plus les gens veulent immigrer, c'est sûr que ça laisse un pays. Ce qui émigre, c'est les Roumains, les Moldaves et les Ukrainiens. En Russie, 21% veulent immigrer. 21%, dernier sondage fait en Russie, 21% veulent immigrer. Après, ils vont le faire ou ils ne vont pas le faire. En Suisse. C'est pas nous, ils verront. Donc, juste avant de faire, je dirais, de vous passer la parole, parce que je pense que vous avez des questions sur des choses très précises, est-ce que peut-être on pourrait faire juste un tour de table en fonction de ce qui a été dit, je dirais, de problèmes précis, pour dire, voilà, pour vous, le message de Solzhenitsyn, c'est quoi? Politique, philosophique, historique, je voulais quelque chose de là à propos de l'Église. Je ne vois pas pourquoi Solzhenitsyn interviendrait dans les problèmes de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe actuelle en Russie, il y a des problèmes. Je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils règlent leurs problèmes eux-mêmes. Ce n'était pas du tout comme avant, où c'était vraiment pris par le pouvoir. Là, il y a quand même des gens qui discutent. Les continuateurs du Père Mène qui existent toujours, il y a des paroisses qui sont très différentes l'une de l'autre. Donc, c'est assez complexe et je ne vois pas en quoi Solzhenitsyn avait à intervenir dans ce genre de problème. Je ne crois pas, à la fin de sa vie, il avait peut-être autre chose à faire. Un autre point, c'est à propos des gouverneurs. C'est-à-dire qu'on a eu cet été, l'été dernier, je veux dire, un exemple terrible de la fait les gouverneurs, quand il y a eu les grands incendies absolument partout, les gouverneurs, et ils ont été beaucoup sanctionnés, ne prévenaient pas qu'il se passait quelque chose de terrible pour ne pas se faire malnoter par le pouvoir. Donc là aussi, on voit un peu les limites de ce genre de système. Et pour continuer sur ce que dit Nikita Struve, c'est vrai que reconstruire un pays après ce qui s'est passé, je crois qu'on ne se rend pas assez bien compte que ces plus de 70 ans de régime communiste ont complètement abîmer ce pays, mais à un point qu'on n'imagine pas. C'est vraiment un pays à reconstruire entièrement, et peut-être que les bonnes solutions n'ont pas été prises aussitôt. Et moi, j'ai toujours pensé qu'un procès de Nuremberg, entre guillemets, comme Bukowski le réclamait, ça aurait peut-être été très bien comme catharsis, et que vraiment on garde cette mémoire de ce qui s'est passé d'absolument horrible. Parce que si vraiment on fait le compte de nombre de gens qui ont été assassinés, c'est-à-dire que quand les gens n'arrivent pas à comprendre l'équation de Grossman, par exemple, sur communisme et nazisme, pourquoi on a encore cette indulgence vis-à-vis de ce système? C'est bien pire que le nazisme. Je crois qu'il faut le dire une fois pour toutes.